Bonjour à tous, ravi d'être avec vous à nouveau pour un meet-up du HDH et de la plateforme nationale de données de santé. Donc on va effectivement avec Adrien Bazoge, qui est un des doctorants du laboratoire des sciences du numérique de Nantes Université et qui a la particularité d'être un doctorant en traitement automatique du langage et un étudiant qui est en fait accueilli à l'intérieur du CHU au plus près des données, et en particulier des données textuelles qui font l'objet des algorithmes de traitement automatique du langage. Et donc ce soir, on va vous parler en fait d'un projet de R&D mené au sein du CHU par l'équipe qui a la responsabilité de l'entrepôt de données de santé issu du CHU de Nantes, et puis où on s'est appuyé, alors non pas sur les données du CEPI-DC, mais sur les données publiques du registre des décès de l'INSEE. Et l'ambition, et puis il pourrait y en avoir beaucoup d'autres autour des données que nous mettons à disposition de notre communauté universitaire, hospitalo-universitaire et des partenaires externes qui sont intéressés par des données issues du soin, eh bien c'est vraiment de consolider le statut vital. Et puis vous allez voir qu'autour de cette première réflexion et de l'entrepôt de données de santé, on va essayer de, avec vous ce soir, prendre un peu de recul et voir qu'il y a bien d'autres enjeux qui se situent autour de ces travaux de R&D. Je fais un peu l'introduction. Adrien vous présentera le cœur de ce qui a été notre travail, qui par ailleurs a été déjà publié. Donc je vous inviterai à plusieurs reprises à consulter cette publication pour pouvoir peut-être mieux voir ce que l'on a fait. Et puis, j'en prendrai la parole pour vous montrer que, peut-être avec vous, ce travail en fait, suscite beaucoup d'interrogations. Avant cela, et puis c'est un disclosure qui je montre assez souvent, simplement pour dire qu'à travers notre activité hospitalière, notre activité de recherche, je crois que c'est heureux, nous interagissons beaucoup avec le monde du privé. Alors, selon une procédure qui est maintenant bien établie, c'est que tous les contrats avec le privé passent par Nantes Université et sa filiale privée Capacité, et que je n'ai pas d'activité ni de prescription, ni de dispositifs médicaux, ni de médicaments dans mes activités de praticien hospitalier. Alors, ce qu'on va vous proposer en introduction, en fait, c'est une double étude de cas. D'abord, le contexte qui a été le nôtre, qui pourrait être généralisé ensuite, c'est celui du développement des entrepôts de données de santé au sein des établissements. Et de ce point de vue-là, le CHU de Nantes est un CHU finalement assez normal. C'est un gros CHU, c'est 13 000 salariés, mais c'est un CHU normal au sens où nous n'avons pas à Nantes de tradition épidémiologique forte. Nous n'avons pas de tradition d'unité de recherche, INSERM, CNRS, INRIA, en informatique médicale. De ce point de vue-là, on est vraiment un CHU normal qui génère des données à travers son activité de soins. Le CHU de Nantes s'insère aussi dans un réseau de CHU et aussi dans des groupements hospitaliers de territoire. Et en tout cas, du point de vue des entrepôts de données de santé, nous faisons partie du West Data Hub, qui est une plateforme interrégionale de données issues de santé. Alors, c'est le ODH, par mimétisme avec le HDH, et donc qui serait la plateforme en devenir nationale des données de santé. Et puis, pourquoi pas, nous en particulier qui sommes dans l'Université fédérale européenne Uniwell, bien une plateforme européenne des données de santé IHDH, et bien on a en fait tout ce niveau. Et donc ici, on va peut-être se cantonner aux données dont nous avons la responsabilité juridique, les données qui sont issus de l'activité de soins développée dans notre établissement de santé, et on pourra généraliser ensuite. Le deuxième cas, eh bien, c'est un cas particulièrement intéressant puisque ça doit nous interroger sur le potentiel de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les sciences ouvertes, avec en tout probablement deux aspects, les données ouvertes ou l'open data, et puis les algorithmes, donc les open algorithmes ou les open source algorithmes. Et ce qui reviendra aussi voilà, assez souvent, c'est qu'il s'agit bien d'une licence, d'une possibilité de faire des choses et peut-être d'apprendre à perdre le contrôle, ou dans certains cas, ou des données ou des algorithmes pour que d'autres les améliorent ou en fassent autre chose.
Et puis, avec ce registre national des personnes décédées, on a un cas qui est pour le coup vraiment un peu particulier, puisque ce que l'on va être amené à manipuler, ce sont des données nominatives de personnes décédées. Et il est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manipuler ou en tout cas des données nominatives, en tout cas pas de manière massive comme on le fait à travers un entrepôt de données de santé. Et ce que l'on va faire ce soir ensemble, c'est de croiser ces deux données. Et c'est pour moi un exemple assez typique de réinterprétation des données de santé, puisqu'on va croiser nos données sensibles issues du soin avec des données publiques, mais nominatives, issues du registre des personnes décédées de l'INSEE. Et ça illustre assez bien un propos que j'ai tenu dans les colonnes du Figaro, avec beaucoup inspiré par mes interactions avec le Health Data Hub, en soulignant en fait comme il est important de réinterpréter les données de santé d'un entrepôt et en fait de reconnaître qu'elles sont systématiquement réinterprétées, transformées, et que c'est peut-être cette opération de transformation qui leur donne de la valeur. Et quand on parle de producteurs ou de coproducteurs de données de santé, comme j'ai pu le faire hier à l'événement AI for Health, eh bien, on souligne bien cette nature complexe de la donnée de santé et de ses transformations. Et quand on parle de production ou de coproduction de données de santé, ce qu'il faut avoir en mémoire, c'est peut-être plus une production au sens culturel, comme un orchestre, une pièce de théâtre, qu'au sens agricole ou industriel. Et cette analogie et sa fertilité, eh bien, on en a fait une tribune dans le Figaro le 12 septembre dernier. Je souhaitais y faire référence parce que c'est bien effectivement ici une réinterprétation du statut vital des patients tels qu'ils nous apparaissent dans la qualité originelle de l'entrepôt de données que nous allons faire grâce à des données ouvertes, celles du registre national des personnes décédées mis à disposition par l'INSEE. Tout ce que l'on va vous raconter, ou en tout cas au cœur de ce travail, il y a une publication, donc c'est rendre public, on le dira aussi. C'est vraiment un cas d'enrichissement des données. Donc nous, ça correspond à une petite activité de R&D fait en marge de l'entrepôt de données de santé, avec un travail collectif avec d'autres établissements qui traitent des données à l'échelle massive, qui réalise un appariement nominatif. C'est pas une opération qu'on est souvent. Ce travail, on en a également fait une publication en marge de notre activité de R&D au sein de la gestion de l'entrepôt de données. Et c'est vraiment un cas intéressant d'enrichissement des données, puisqu'on va croiser des sources de données pour augmenter leur valeur d'utilisation. C'est un effort collectif qu'on a fait à plusieurs établissements. À partir de données massives, on va voir que c'est plus d'une dizaine de millions d'observations qui sont manipulées. On fait une opération d'appariement nominatif. Ce n'est pas une opération qu'on a l'habitude de faire, avec une réflexion computationnelle sur l'optimisation du temps de calcul, une validation dans 3 établissements, Rennes, Nantes et Lille. Donc un travail qui a été mené aussi par un des PH du service Vianney Guardiol pour travailler avec nos collègues de Rennes et de Lille. Et puis on verra aussi que finalement c'est peut-être un travail qui a des implications légales au-delà de son intérêt en termes algorithmiques et de data science. Eh bien, mettre à jour le statut vital d'un patient, déclarer que quelqu'un est probablement décédé, eh bien, c'est aussi une requalification juridique de la donnée et des obligations qui sont afférentes dans le cadre du déploiement des entrepôts de données de santé. Vous avez compris que puisqu'on bénéficie d'une source de données qui est ouverte, il est bien naturel d'avoir des articles scientifiques qui sont en open source, en open science. Donc, vous n'avez pas besoin de code pour avoir accès à cette publication. Et peut-être plus important encore, le code qui nous a permis de faire ce travail eh bien, est lui aussi mis à disposition en open source sur le GitLab du réseau RICDC, c'est-à-dire le réseau des entrepôts de données du West Data Hub. Alors, en guise d'introduction, je vais peut-être donner quelques éléments qui concernent à la fois la source des données qu'on a utilisée et le contexte dans lequel on l'a utilisé, qui est l'entrepôt de données du CHU de Nantes. Notre entrepôt de données, il fonctionne maintenant depuis juillet 2018, date de son approbation par la CNIL. C'est plus de 420 projets qui ont eu recours
au déploiement de cet entrepôt de données. L'équipe a soutenu plus de 111 publications au sein de l'établissement et a fonctionné avec un maximum de 8,3 équivalents temps plein. Notre manière de fonctionner, c'est toujours de partir de la demande d'un investigateur. Donc, nous sommes des experts qui accompagnons la demande des collègues, une question scientifique, et en face de laquelle nous allons mettre des données, en particulier, quand cela correspond à la demande, des données issues de l'entrepôt de données biomédicales nantais et notre entrepôt, qui est géré avec la solution EOP, partagée au sein du West Data Hub. Donc, toute une structure de gouvernance, une structure légale et une structure informatique ont été mis en place pour mettre à disposition de chacun des investigateurs un sous-ensemble des données qui correspond au substrat nécessaire pour pouvoir apporter une réponse à la question. Et donc, on va itérer avec nos collègues. Et c'est dans ce cadre-là que parfois certains projets ont besoin, plus que d'autres, d'avoir des statuts vitaux à jour où l'information du statut vital des patients est particulièrement important. Et donc, initialement, on s'était dit, on va enrichir notre entrepôt de données de santé en vérifiant, en améliorant la qualité de l'information statut vital grâce aux données de l'INSEE. Et c'est la deuxième source que l'on va utiliser. Donc, c'est ce qu'on appelle le fichier des personnes décédées, le registre des décès. Alors, il n'a pas coupé son micro, mais ce n'est pas très grave. Donc, ça peut paraître un peu surprenant, hein, mais l'ensemble des données des personnes décédées sont disponibles, leur prénom, leur nom, leur date de naissance, leur date de décès et ainsi que leur lieu de naissance. Alors pourquoi ça nous choque? Parce que nous, on est habitué à travailler avec des personnes vivantes qui sont des sujets de droit et dont la vie privée est protégée. Mais ce n'est pas le cas des personnes décédées. C'est pour ça qu'un certain nombre de poursuites judiciaires, par exemple, s'arrêtent avec le décès de la personne. Et donc, on a ici des données qui sont nominatives et qui sont publiques et qui sont massives. Il y en a plus de 10 millions. Et ces données sont en licence ouverte et peut-être aussi surprenant que ça puisse paraître, cela implique que leur utilisation est libre et en tout cas non contrôlée. C'est bien une question de contrôle des usages qui est posée ici. Alors, ce n'est pas la seule source, hein, et je vous en ai cité deux autres qui peuvent peut-être aussi nous interroger en tant que citoyens. On pourrait étendre les discussions à partir des utilisations possibles de ces sources de données ouvertes. La première, c'est ce qu'on appelle DVF, les données de valeur foncière, qui mettent à disposition, en fonction des parcelles cadastrales, les prix de vente des biens immobiliers dans les 5 dernières années. Donc ça, c'est public. Vous pouvez aller sur DVF et regarder ce qui a été vendu dans les 5 dernières années dans le quartier où vous habitez, avec la date de vente, le prix exact de la transaction, et puis l'adresse exacte. Peut-être ça mérite débat, on pourra peut-être en discuter après. Puis vous avez la même chose, par exemple, pour les emplacements des antennes qui peuvent, entre autres, permettre de déterminer un niveau d'exposition aux OEM, hein, aux ondes électromagnétiques. Donc, simplement pour dire qu'il y a beaucoup de sources de données publiques, peut-être plus que ce que l'on croit. Le registre national des personnes décédées en fait partie, mais il y en a beaucoup d'autres et que peut-être ce sont des sources d'utilisation auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, je vais passer la parole à Adrien Bazoge qui va vous montrer comment, à travers cette publication, nous avons souhaité rendre public l'algorithme, valider aussi la qualité du travail qui a été fait autour de la consolidation, la mise à jour du statut vital des patients. Merci Pierre-Antoine. Alors, je vous propose maintenant de rentrer un peu au cœur de la méthode et au cœur de l'algorithme qu'on a développé pour effectuer ce croisement entre les données de l'INSEE et les données de l'entrepôt de données. Donc voilà un petit résumé des points importants de cette contribution. On est là pour valoriser les données en mettant à jour le statut vital. Le décès, c'est un critère du jugement très important dans les études cliniques. Et c'est aussi une information administrative importante d'un point de vue des CHU. Donc le challenge, c'est un appariement entre la base de l'INSEE et les entrepôts de données. Et on veut que ça soit un appariement optimal le plus possible et optimisé dans le sens en temps de calcul, vu qu'on compare des très grosses masses de données, on veut que ça soit assez rapide dans tous les cas. Donc ici, les résultats, on y reviendra un peu plus tard.
Donc, comme l'a dit Pierre-Antoine, donc c'est publié. Le code est disponible aussi en open source sur GitHub. Ça a déjà été utilisé par plusieurs centres, donc des ICO, l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Donc, du point de vue de l'algorithme, l'objectif c'était de développer un algorithme performant, donc pour gérer la variabilité dans les données, parce qu'il peut y avoir à la fois du côté de l'INSEE ou dans les données du CHU des erreurs. Donc, il faut savoir gérer voilà, les différents cas de figure. Il faut que l'algorithme soit suffisamment restrictif pour ne pas apparier des patients toujours vivants. Parce que bon, récupérer des personnes, le statut des personnes décédées, bah, c'est bien, mais il ne faut pas apparier non plus des personnes qui sont toujours vivantes. D'où le calcul de la spécificité ici au moment de l'évaluation. On veut que l'algorithme soit optimisé, parce qu'on a plusieurs millions d'individus, et donc on arrive très vite à des comparaisons de paires d'individus très très élevées, de l'ordre du milliard, voire plus. Et donc il faut le faire en un temps suffisamment raisonnable. Et un algorithme validé donc avec un gold standard dans plusieurs centres, avec des groupes d'intérêt, des sous-groupes d'intérêt. Donc, l'étude a été menée dans plusieurs centres en collaboration. Et donc, avant d'appliquer cet algorithme-là, voilà à peu près les chiffres qu'on a dans les différents centres en termes de statuts vitaux. Donc, on a à peu près à chaque fois 97%, 97 à 90% des patients qui sont vivants et 3% des patients qui sont décédés. Donc rapidement, l'algorithme ici se base sur une distance de Damerol-Levenstein, qui est tout simplement le calcul d'une distance entre deux chaînes de caractères. Donc, concrètement, c'est combien d'opérations sont nécessaires pour passer d'une chaîne de caractères source à une chaîne de caractères cible. Et ici, notre algorithme se déroule en 4 étapes. La première, c'est la préparation des données, donc du nettoyage et standardisation de données, à la fois du côté de l'INSEE et du côté de l'entrepôt de données. On crée des nouvelles variables qui vont nous permettre de calculer les distances de Damerol-Levenstein, donc le premier prénom, parce qu'il faut savoir que dans l'INSEE, si un individu a plusieurs prénoms, ils sont tous accolés les uns à la suite des autres, donc il faut gérer ces cas-là aussi. De même pour les prénoms composés et les prénoms multiples. Et on a créé aussi une variable de concaténation des 4 chaînes, des 4 premières lettres du prénom et du nom, qui va nous servir ensuite dans la troisième étape, donc ici qu'on appelle le blocage, qui n'est rien d'autre qu'un filtre sur certaines variables pour justement diminuer le nombre de comparaisons entre les paires d'individus. Et à la fin, on calcule ici les distances de Damerol-Levenstein sur les variables. Et à la fin, on fait la somme de ces distances et on garde l'individu, la paire d'individus avec la distance la plus faible. Donc on va illustrer cet algorithme avec un petit exemple assez rapidement. Donc la première étape, ici résumé avec les deux d'un coup, des premières étapes, donc qui est nettoyage des données et création de variables. Donc là, on a notre individu de l'entrepôt auquel on va standardiser les données, créer les nouvelles variables. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le blocage, c'est-à-dire qu'on va prendre cet individu-là, on va créer toutes les paires avec tous les individus de l'INSEE. Donc là, c'est un exemple avec 4 individus où on crée les paires. Il faut s'imaginer qu'il y a plus d'11 millions d'individus dans l'INSEE, donc ça fait plus de 11 millions de paires pour comparer un seul individu issu du CHU. Et donc l'idée ici, c'est de faire un filtre sur certaines variables. Donc ici, on a choisi la date de naissance parce qu'on considérait que c'était une information suffisamment fiable. Mais on ne peut pas se baser uniquement sur ça, puisqu'il peut y avoir des erreurs sur cette variable. Donc, on fait un filtre aussi sur une deuxième variable qui est la concaténation des 4 premières lettres du nom et du prénom. Et donc ici, on va ensuite comparer uniquement les individus qui ont ces valeurs-là en commun. Alors, je vois dans le chat qu'il y a un commentaire. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, on voit très Oui, bien c'est bon. l'écran. Oui. D'accord. Ok.
Et pour la quatrième étape, on prend donc les individus présélectionnés avec le filtre, et pour chaque variable, on calcule la distance de Lamé-Einstein, et on fait ensuite la somme de ces distances pour garder là où les paires d'individus avec les sommes les plus faibles. Donc l'algorithme, ça fonctionne. Ici, on a calculé la sensibilité et la spécificité. La spécificité, comme je l'ai dit au début, très importante pour ne pas apparier des personnes qui sont toujours vivantes. On a comparé aussi les performances par sexe. On voit que ça marche moins bien pour les femmes. Donc là, c'est dû au nom d'usage et au nom de naissance, dû généralement au mariage. Les performances par pays de naissance. Donc ça marche moins bien pour les personnes nées à l'étranger, parce qu'on n'a pas les déclarations de décès qui sont renvoyées en France pour pouvoir retrouver ces patients-là. Et donc ensuite, on a appliqué cet algorithme à l'échelle de l'entrepôt en entier, et on voit qu'on gagne 7%, 7% de patients décédés par rapport à la valeur initiale, ce qui est une sous-estimation d'au moins 3 fois du nombre de décès dans l'entrepôt. En termes de temps de calcul, on a vérifié aussi que l'algorithme était suffisamment performant. Donc on a comparé sur différentes tailles, sur différents nombres de patients. On a fait de la parallélisation de calcul pour optimiser tout ça, et on voit que ça fonctionne plutôt bien et qu'on est dans des temps raisonnables. Pour l'entrepôt là en entier, sur les 2 millions de patients, on est sur du 80 heures de calcul. Et donc voilà, comme on l'a dit au début, tout est accessible, vous pouvez l'utiliser, l'améliorer, c'est en libre utilisation. Et donc les points les plus importants, donc d'un point de vue de l'entrepôt, on multiplie par 3 le nombre de personnes décédées dans l'entrepôt. En termes de sensibilité, on est très bon, à 93% sur les différents CHU. On gagne 10% d'amélioration en utilisant un algorithme intelligent plutôt que du matching strict entre chaînes de caractères. C'est moins bon chez les femmes et moins bon chez les personnes à l'étranger. Ça a été validé dans 3 entrepôts sur des sous-populations d'intérêt. Et ça a déjà été validé et utilisé dans plusieurs autres CHU, donc là ICO, ODH et à l'hôpital Saint-Joseph. Et je vous redonne la main, Pierre-Antoine. Alors dans cette troisième et dernière partie, je vous propose de peut-être prendre un tout petit peu de hauteur sur ce travail. Effectivement, il y a peut-être une tentation ou une envie de regarder d'abord peut-être l'étude et dans son aspect technique, computationnel et sa validation. Et je vous invite, c'est pour ça qu'on l'a publié, c'est pour ça qu'on vous le présente également, et il y a certainement plein de choses techniques à dire ou à améliorer. Mais il y a peut-être d'autres projets ou d'autres dimensions qui sont peut-être plus intéressants dans le cadre de notre réflexion. La première, c'est de bien voir que, et c'est un exemple parfait, où il ne s'agit pas de conserver dans leur qualité originelle les données issues du soin dans un grand CHU. Il s'agit de les sélectionner, de les enrichir, de les transformer. Et là, mine de rien, on rattrape 200 000 patients qui sont décédés dont on ne le savait pas et qu'on aurait pu mésinterpréter à l'intérieur de notre entrepôt de données. Donc c'est vraiment cette idée que la vision figée des données de santé, peut-être la thésaurisation comme on accumule un patrimoine ou un trésor, eh bien c'est absolument une impasse. Il faut enrichir, et notamment avec des croisements de données. Il y en a d'autres que l'on pratique à l'intérieur de l'établissement. Ça montre bien que ce n'est pas les enjeux techniques qui nous gouvernent, c'est au contraire les utilisations scientifiques de ces données. En fonction des projets, le statut vital est plus ou moins important. Eh bien, est-ce qu'on peut l'améliorer? Donc la dimension légale est évidemment aussi importante. Et puis enfin, les dimensions d'infrastructure et de technique sont importants. Donc c'est vraiment aussi d'abord une interrogation de gouvernance, y compris pour nos étudiants en médecine, on leur enseigne les fondamentaux de l'informatique appliquée aux données de santé, de s'interroger sur les 4 dimensions: disponibilité des données, intégrité, confidentialité, traçabilité. Et donc finalement se repose une question que je voudrais vous proposer ici sous une forme graphique, qui est de dire:
Mais en fait, quand est-ce qu'il faut qu'on enregistre, qu'on enrichisse les données? Quand est-ce que cette opération de matching, de mise à jour des statuts vitaux, eh bien, il faut l'envisager. Au départ, nous, on l'imaginait de ne la faire qu'une fois par mois, ou quand il y a un nouveau mise à jour du fichier, et puis d'enrichir notre entrepôt de données. On peut se poser la question de cette opération en elle-même, ou peut-être en appliquant un principe de parcimonie, de se dire non, non, il y a l'entrepôt de données de santé en lui-même, c'est que lui, et on lui fait des data marts, et peut-être qu'il faut se déplacer au niveau du data mart pour faire ponctuellement cette opération d'enrichissement. Voire peut-être le faire même à l'extérieur du travail qui relève de la clinique des données, puisque c'est une opération complètement externe et ça se fait à partir de l'enjeu. Et puis si on y pense, eh bien, on peut le faire peut-être beaucoup plus haut, de manière donnée brute, enfin, sur des données beaucoup plus brutes, qui n'ont pas toutes nécessairement vocation à rentrer dans l'entrepôt. Et puis peut-être encore plus de remonter jusqu'au niveau du soin, notamment parce que c'est la demande de nos collègues des Médidons. Voilà, quand on discute avec nos collègues qui font des coproducteurs de la donnée de soins, il leur arrive malheureusement de rappeler des familles dont les patients sont décédés et ils ne le savent pas. Et donc tout outil qui pourrait être utilisé pour prévenir cette opération un peu délicate de rappeler les patients ou les familles des patients en leur demandant de leurs nouvelles ou en leur proposant un nouveau rendez-vous, eh bien, c'est peut-être des améliorations importantes pour l'établissement. Donc, vous voyez que finalement, la question de quand est-ce, où et quand est-ce qu'on le déploie, ça pose un petit peu question. Alors, plus on le met tard, plus on est obligé de garder le nom, le prénom des patients du CHU de Nantes pour les réutiliser. Donc, il y a un effet de vase communicant entre conserver une information nominative qui est très sensible et puis pour pouvoir l'enrichir. Donc, il faut peut-être trouver un équilibre là-dessus. Donc, il y a vraiment cette notion légale là, qui est importante, ce travail technique, ce travail de doctorant en traitement automatique du langage mené par Adrien et Vianney, eh bien, il a des conséquences juridiques puisqu'on va requalifier réellement des observations qui sont contenues dans l'entrepôt de données. Eh bien, donc, de ce point de vue-là, hein, le RGPD, dans l'article 27, hein, ne s'applique pas aux données à caractère personnel des personnes décédées. Les obligations d'information individuelle, c'est un peu idiot de le dire comme ça, mais ne s'appliquent plus. Est-ce que peut-être même que l'opposition exprimée de son vivant de quelqu'un à ce que ces données soient utilisées à des fins de recherche, peut-être elle s'applique un petit peu différemment à une personne décédée. Si des juristes dans l'audience veulent commenter cet aspect, je vous invite à le faire. Évidemment, il y a des aspects techniques, de mise à jour, d'algorithmes apprenants, de capacité d'appariement nominatif. Il y a beaucoup d'autres méthodes, d'autres algorithmes que l'on a regardé aussi. Nous avons porté une attention toute particulière au traitement massif qui est fait à l'échelle de l'entrepôt de données du CHU de Nantes. Hein. CHU de Nantes, c'est 2,1 millions de patients, c'est 35 millions de documents, 540 millions de données structurées. Cette volonté de libérer l'algorithme en open source. Et puis, je crois que du point de vue citoyen, et c'est quelque chose qui nous marque beaucoup dans les 4 années d'expérience avec l'entrepôt de données du CHU de Nantes. Eh bien, ce que l'on rate parfois, ce que nos collègues ratent parfois, c'est la massification à laquelle nous sommes confrontés. C'est très différent d'être un médecin au sein d'un CHU, d'avoir accès à tous les patients un par un, que d'avoir un entrepôt de données qui nous donne accès à des centaines de milliers de patients d'un seul coup. Eh bien là, on a peut-être un peu cette figure-là. Est-ce qu'il y a peut-être un glissement à observer entre effectivement un avis de décès qui est public quand il est épinglé sur le tableau en liège de la mairie de votre village, et puis la mise à disposition de plusieurs dizaines d'années sous forme d'un fichier de données nominatives concernant les décès. Peut-être que ça mérite un petit peu d'attention. Ce qui nous a beaucoup frappé aussi, c'est qu'on a fait ça, nous, pour l'entrepôt de données de santé. J'ai bientôt fini. Mais il y a plein d'autres applications de cet algorithme. Alors, il se trouve que je dirige la collection nationale d'échantillons génétiques dans la sclérose en plaques. Nous avons 5000 échantillons qui ont été collectés initialement par mon excellent collègue, le professeur Bertrand Fontaine. Eh bien, là aussi, pour des échantillons biologiques, à un moment, nous avons besoin de ces algorithmes, là aussi pour requalifier juridiquement ces échantillons issus de personnes décédées.
Nous travaillons main dans la main avec l'Observatoire français de la sclérose en plaques. Eux aussi, ils suivent quasiment un patient sur deux à l'échelle nationale dans la sclérose en plaques. Eh bien, le statut vital des patients atteints de sclérose en plaques n'est pas nécessairement connu ou remonté facilement dans l'Observatoire français de la sclérose en plaques. Il pourrait être chaîné à d'autres ressources, mais c'est peut-être plus compliqué. Et puis, d'autres collègues dans les registres des cancers, dans les ORS, sont aussi demandeurs de ces applications. Et donc là, on est véritablement dans des applications qui sont dans le domaine de la santé. Et en guise de conclusion et en dernière partie, je voudrais vous partager des applications en dehors du domaine de la santé. Même si celles dans le domaine de la santé, alors à l'intérieur d'un CHU, on voit bien que assez vite, on va dépasser le cadre de l'utilisation des données de soins à des fins de recherche. Ce genre d'algorithme peut avoir des applications dans le domaine clinique. Ça pose la question du niveau de validation. Et puis, on peut peut-être même dépasser le domaine du soin. Et puis, je vous ai ici listé quelques exemples et qui sont peut-être aussi une vertu et un encouragement à mettre à disposition en open source certains de ces algorithmes. Quelques exemples. Un exemple administratif d'abord. Si vous êtes juge aux affaires familiales, et en l'occurrence c'est du vécu, et que vous êtes en charge des tutelles, eh bien vous n'êtes pas nécessairement informé du décès des patients sous tutelle dont le juge a la responsabilité, et vous pouvez être amené à demander aux tuteurs ou aux familles des documents alors que la personne est décédée. Peut-être que notre algorithme a une utilité. Même chose concernant les listes électorales, même chose concernant les contrats d'assurance vie, avec une identification par les banques des bénéficiaires qui sont décédés, ou encore dans le milieu associatif, si vous êtes des anciens élèves de votre collège, de votre lycée, ou ce que vous voulez, là aussi, il arrive qu'on envoie, que des courriers soient adressés à des personnes décédées. C'est toujours des situations un peu délicates et parfois un peu douloureuses pour les familles. Peut-être que l'algorithme a une utilité dans ce cas-là. Dans tous les cas, tout usage secondaire, tout usage auquel nous n'avions pas pensé, et les usages même dans des sous-populations dans les entrepôts de données de santé, posent toujours la question de la validité du contexte. Même si nous avons essayé de qualifier la qualité de notre algorithme et des appariements qu'il réalise, eh bien, cette question, elle se repose à chaque fois que nous l'appliquons dans un autre contexte, que ce soit en santé ou bien dans d'autres domaines. Alors, ça montre bien que les entrepôts de données de santé s'inscrivent pleinement dans cette démarche open data relayée par le Health Data Hub et la plateforme nationale des données de santé. Et ça permet aussi de voir à quel point nous nous ouvrons à des usages secondaires. Bien sûr, c'est le cas dans les données issues du soin. L'usage premier des données du soin issues du soin, c'est le soin lui-même. Mais avec ces différents, c'est bien des usages secondaires différents de la raison pour laquelle on a enregistré les données en premier lieu. S'ouvrir, ça ne veut pas dire qu'on est open bar, ça ne se fait pas sans contrôle, et toute la gouvernance qui est mise autour des entrepôts de données de santé et des croisements des sources de données est bien là pour ouvrir les données tout en contrôlant les accès, en contrôlant les utilisations pour le bien public. C'est bien cette question sur les données. Est-ce qu'on est là pour les mettre en conserve? Finalement, non. C'est en les croisant, en les utilisant, qu'elles prennent encore plus de valeur. Et puis, sur le du point de vue des algorithmes, et je conclurai là-dessus, il s'agit bien de développer, de tester, de valider, d'industrialiser pour que ça puisse tourner régulièrement en production au sein des entrepôts de données de santé, comme nous l'avons fait dans notre établissement, dans ceux qui nous ont fait l'amitié de valider cet algorithme et de ceux qui s'en sont saisis. Et puis, bien sûr, de les diffuser à travers l'open source, s'ouvrir pour que, encore une fois, vous encourager à améliorer cet algorithme et ses annotations. Et avec Adrien et l'ensemble des auteurs de la publication, les collègues de Rennes et de Lille en particulier, nous vous remercions pour votre attention et serons ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup, professeur Adrien. Professeur et Adrien Bazos, merci pour cette belle présentation. On va passer aux questions qui sont posées sur le chat. La première, avez-vous comparé votre algorithme avec des solutions simples disponibles sur Internet, comme parce que l'intervenant a mis un lien, mais bon, je ne sais pas, il n'y a pas de précision. Ouais. Alors oui, Match ID, le lien, ce que je vois. Et oui, effectivement, on avait comparé, donc a posteriori de la publication, mais on avait comparé effectivement avec Match ID.
Donc d'un point de vue de la spécificité, que l'algorithme ne récupère pas des personnes toujours vivantes, on est à peu près équivalent. Par contre, en termes de sensibilité, donc à récupérer les personnes vraiment décédées, Match-ID était 2 fois moins bon quasiment que notre algorithme. Et on l'avait comparé aussi avec la solution que proposait alors à Bordeaux, je ne sais plus exactement par qui, mais là c'était un peu un algorithme après équivalent en termes de performance, et quelques points de différence. Il était un peu moins bon, mais il n'y avait que quelques points. C'est pas une grosse différence. Alors, ce qu'on a beaucoup regardé et qui finalement se voit pas du tout dans le. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Merci, merci Axel. Vous nous entendez bien, hein? Parce que j'ai changé de micro au passage. On a regardé aussi beaucoup de. La distance de Damrau-Levenstein, elle est extrêmement intéressante. Il y a vraiment beaucoup de travaux qui ont été faits sur les distances d'appariement. C'est quelque part toujours un peu un appariement un peu probabiliste où on se laisse un peu de flexibilité. Il y a plein de métriques. J'avais été fasciné, par exemple, de voir qu'il y a des métriques, même si on les a pas utilisées parce qu'elles sont pas si efficaces que ça, qui sont basées sur la sonorisation des noms de famille, par exemple. Plus que leur orthographe par des lettres. C'est absolument passionnant. C'est très intéressant du point de vue des méthodes. C'est pas extrêmement utile quand ça nous intéresse du point de vue de l'efficacité, mais en tout cas, je pense que ça c'était intéressant à mentionner. C'est vrai que c'est peut-être pas tellement mis en avant dans la publication. Merci beaucoup. C'était la seule question du chat. Sinon, il y a des remerciements. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Bravo, super travail. Donc, nous vous remercions encore une fois, professeur Pierre-Antoine et Adrien Bazos. Donc, je pense qu'on va poursuivre sur le programme la deuxième partie qui concerne la déidentification des mammographies avec l'équipe EpiConcept. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Merci. Donc, je me présente, je suis Francisco Orchard, je suis responsable de l'activité datation chez EpiConcept. Aujourd'hui aussi, je suis accompagné de William Madier, qui est un alternant chez nous, un développeur en datation aussi. Et on va vous parler du projet d'EPIST, ce projet qu'on amène chez EpiConcept en partenariat avec le Centre de pistage des cancers de l'Occitanie. Donc, je vais commencer par l'introduction de ce projet. Je vais essayer d'aller rapidement pour nous focaliser sur quelques éléments de premiers résultats qui sont encore très verts. On est au tout début pas de notre projet, mais si des analyses. Mais on va vous expliquer tout ça. Donc notre projet, donc ce qu'on voit ici, c'est le parcours de dépistage organisé des cancers du sein dans les femmes qui sont invitées à se faire dépister tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans. Il y a une première lecture faite par le radiologue qui fait le cliché mammographique. Si la mammographie est positive, il y a une prise en charge médicale. Si la mammographie est négative, il y a un deuxième radiologue expert qui fait une lecture du cliché mammographique. Et dans le cas que ce deuxième lecture positive, la mammographie, il y a encore une prise en charge rapide qui amène un suivi médical et par conséquent des meilleures chances de survie. Notre projet cherche à évaluer dans ce flux quel pourrait être l'impact de la mise en place d'un algorithme d'intelligence artificielle des lecteurs de mammographie, mais aussi des détections des facteurs de risque. Et comparer quel serait l'impact avec ou sans IA. Nous avons 3 objectifs principaux. La réduction du nombre de cancers de l'intervalle, c'est des cancers symptomatiques qui se manifestent entre 2 mammographies de dépistage, donc tous les deux entre une deuxième mammographie. Donc on peut se dire, mais c'est toujours pas le cas, que ça n'a pas été vu par le radiologue, parce que parfois c'est juste des cancers qui se développent très rapidement. Deuxième objectif, est-ce qu'on peut réduire le nombre de faux positifs du dépistage? Donc pour capturer le plus grand nombre des cancers, les radiologues
vont demander des examens supplémentaires à un grand nombre de femmes et il y a très peu de cancers finalement. Donc, est-ce qu'on peut alléger le dépistage sans pour autant laisser passer les cancers? Et le troisième objectif, est-ce qu'on peut personnaliser le délai de dépistage entre deux mammographies? Et pour ça, on va regarder est-ce qu'on est capable de faire une stratification de la population avec les données collectées de manière systématique par le dépistage, mais aussi qui sont enregistrés dans le SNDS pour identifier les femmes pour lesquelles on pourrait modifier la durée entre deux dépistages et que ce soit bénéfique. On a un objectif secondaire, l'amélioration des performances des algorithmes avec les données collectées systématiquement, définir un barème des performances des algorithmes et promouvoir l'accessibilité des données. Donc, un petit diagramme pour vous expliquer la circulation des données et où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, on se base en principe sur la base des données du programme de dépistage qui est géré par le Centre de coordination des cancers de l'Occitanie. Et nous, Epiconcept, on est hébergeur et développeur de la solution qu'ils utilisent pour gérer leur programme de dépistage. Donc, on a les données du dépistage, donc des données tabulaires qui comprennent le questionnaire médical fait par le radiologue, les différents actes qui ont été faits pendant le dépistage et aussi un questionnaire médical qui prend en compte des antécédents et des potentiels facteurs de risque. Donc, on a ces informations tabulaires plus les mammographies qui seront pseudonymisées, donc les clichés mammographiques. Dans notre base, on a le numéro de sécurité sociale. Donc, heureusement, on peut faire un appareillement simple avec le SNDS. Donc, on va aller chercher des données des remboursements des séjours, des allocations de longue durée, parce que on va chercher à complémenter les informations qui sont dans la base de données de dépistage. La base de données de dépistage est très riche dans tout ce qui se passe avant la deuxième lecture, mais le suivi des femmes par la suite est plus compliqué et donc il y a des informations dans le SNDS qui vont venir complémenter pour avoir une vision complète de ce qui s'est passé. Donc, ces données sont envoyées en parallèle à la plateforme de données de santé, dans le Data Hub, où ils sont chaînés, ils passent en deuxième pseudonymisation et finalement ils sont mis à disposition pour nous dans un espace d'études où on va apparaître de base, enrichir et dérouler notre protocole. Donc la reconstruction de parcours patient cancer du sein, les facteurs de risque, les cancers d'intervalle, entraînement des algorithmes et l'évaluation d'impact de nos différentes hypothèses. Donc, ces éléments vont passer au catalogue du Health Data Hub, ce qui va permettre à d'autres projets de recherche, une fois que, d'ailleurs, dès que les données seront disponibles dans l'espace d'études, d'autres projets de recherche, ils pourront, en demandant les accès nécessaires à la CNIL, ils pourront accéder à ces données et réaliser aussi et bénéficier de cette base. Donc, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de la pseudonymisation des images d'ICOM et de l'appariement qu'on a commencé à faire tout juste dans notre espace d'études du Health Data Hub. Donc, déjà, la problématique des pseudonymisations. Est-ce qu'une image est anonyme? Donc, je vais vous montrer quelques images. Et, à mon avis, vous avez reconnu les personnes qu'on vous montre dans ces slides. Et c'est une vraie question, une image en soi contient, il nous permet toujours de revenir à la personne. Dans ces cas-là, c'est des visages, mais est-ce que c'est la même chose avec une mammographie? Bon, avec une mammographie, on ne saura pas trouver la personne juste qu'en regardant l'image, mais dans une mammographie, il y a beaucoup de données, des textes superposés dans l'image, des métadonnées, et donc une fois qu'on prend une image et qu'on la met dans une base de données, quoi qu'il en fasse, on ne pourra pas la rendre 100% anonyme. Donc, on la pseudonymise. Et le principe de la pseudonymisation, c'est que si j'ai seulement
la mammographie, je ne peux pas savoir à qui elle appartient, mais si quelqu'un retrouve l'image originale, il pourrait potentiellement chaîner nos données. Donc, ça, c'est la partie d'image, mais l'autre partie, c'est toutes les métadonnées qui contiennent les images. Donc, les images des mammographies sont dans un format qu'on appelle DICOM, c'est un standard pour l'échange des images, des images médicales, qui contient énormément de métadonnées. Donc là, c'est juste un exemple pour que vous puissiez voir qu'il y a énormément des informations nominatives et potentiellement identifiantes. Et le standard ICOM produit une structure comme celle qu'on voit ici. C'est une arborescence. Une arborescence qui peut être assez complexe à naviguer, où on peut trouver des centaines des champs. Et donc, la question est comment on peut rendre on peut s'assurer que cette image elle pourrait être anonyme ou pseudonymisée, pardon, dénotifiée comme on dit. Donc, les objectifs, c'est d'éliminer les champs directement identifiants et masquer une partie des données indirectement identifiants. On applique un principe de minimisation, on garde ce qui peut avoir un intérêt pour une étude. Donc, nous avons parlé des deux parties du problème. Dans les images, on va supprimer les textes potentiellement identifiants. Et pour les tags d'ICOM, on va les transformer en data frame pour pouvoir aussi les pseudonymiser. Donc, on va passer à ces structures d'arborescence en structure tabulaire, une colonne par chaque tag, une ligne pour chaque mammographie, et on utilise les nombres de colonnes pour garder les informations liées au type et position de l'arborescence. Cette opération est réversible, on peut passer des mammographies à data frame et des data frame à DICOM. Et ensuite, on peut appliquer le même critère de pseudonymisation qu'aux autres data frames qui sont ingérés dans la plateforme du Health Data Hub. Donc, William, tu te laisses Alors prendre ouais, la je vais suite. prendre la suite. Il me faudrait les droits pour partager, vu qu'il y a des animations, ça sera plus pratique. Sinon, je clique comme tu veux. Ouais, mais si je dois te dire de cliquer à chaque fois, ça va peut-être être un peu... Bon, ok, vas-y, j'arrête. William, vous avez tous les droits. Oui. C'est bon. Voilà, est-ce que vous voyez? Oui, on voit. Ok, parfait. Donc bonsoir à tous. Moi, je me présente, je m'appelle William Madier. Je suis développeur en apprentissage au sein de l'équipe Data Science chez Epiconcept. Et j'ai travaillé avec Francisco sur la pseudonymisation des mammographies. Donc, je vais vous parler ce soir de la partie un peu technique, c'est-à-dire la pseudonymisation des images et des attributs. Donc, tout d'abord, on va parler de la pseudonymisation des images. On va la séparer en deux étapes. Donc, il y a tout ce qui a été détection de texte sur les images et suppression de ces zones de texte. Pour la détection des zones de texte, on a utilisé un système qui s'appelle le système OCR, donc Optical Character Recognition, reconnaissance optique de caractères. C'est un service qui va nous permettre d'extraire le texte depuis des images. On a utilisé la bibliothèque Python EasyOCR, qui est open source, qui est gratuite. Elle est basée sur une autre bibliothèque qui s'appelle PyTorch, qui est une bibliothèque de fonctions d'apprentissage machine. Et elle supporte environ 40 langues différentes. Donc ça en fait une bibliothèque très polyvalente. Elle est capable de reconnaître du texte dans différents contextes. Ça va être des documents numériques qui sont très lisibles, qui sont bien formatés, ou des images, des photos avec du texte qui peut être incliné par exemple et qui est plus difficile à lire. Donc ça c'est pour les avantages de cette bibliothèque. Pour les inconvénients, je vais être un peu plus généraliste. C'est un peu pour tous les systèmes OCR. On va avoir besoin de beaucoup de mémoire vive et ça va prendre plusieurs secondes pour détecter le texte d'une image. Et pour la partie suppression du texte sur l'image, on a utilisé une autre bibliothèque de fonctions qui s'appelle Pilo, qui fait, on va dire, pour résumer, du traitement et de l'édition d'images. Et donc voilà, comme exemple, on a une mammographie avec du texte,
on va venir détecter le texte avec la partie OCR et appliquer une forme opaque sur ce texte à l'aide de la bibliothèque Pilot. En termes d'évaluation du procédé, donc comment on peut évaluer un tel procédé. Tout d'abord, on a construit des datasets de tests. Donc, on a pris les mammographies du dataset 10 pistes et on a ajouté des chaînes de caractères aléatoires sur l'image. Ensuite, on a pu jouer un petit peu avec différents paramètres, en ce qui concerne la police du texte, la taille du texte. On peut rajouter des niveaux de floutage et préciser le nombre de répétitions de chaque test. Pour vérifier si la détection de texte est bien effectuée par l'OCR, il suffit de vérifier que la chaîne de caractères, le mot ajouté préalablement, correspond bien au mot détecté par l'OCR. Si ce n'est pas le cas, le test n'est pas valide. Et donc, en termes de correction apportée par la suite, on s'est rendu compte que les tests étaient très stricts, parce que si on n'avait pas le mot exact, le test n'était pas valide. Donc, on a implémenté l'algorithme de la distance de Levenshtein, qui a été évoqué lors de la précédente présentation. Donc, par exemple, si on a le mot exemple, si le L est remplacé par un 1, puisque c'est des petites choses qui peuvent arriver avec les systèmes OCR, on accepte quand même le résultat. Ensuite, on a également pris en compte le texte qui était déjà présent sur les mammographies, puisque dans le dataset de test, on ne sait pas s'il y a du texte ou non. Donc, on a fait une première lecture OCR pour récupérer ce texte. Et enfin, il y a d'autres corrections, comme la vérification de couleur du texte, pour qu'elle soit différente du fond, parce que si on écrit du texte blanc sur une partie toute blanche de l'image, il sera illisible et ça va fausser le test, puisque ce ne sera pas réaliste d'avoir un texte écrit de cette manière. Pour mesurer la performance et avoir des résultats sur cette méthode d'évaluation, on a utilisé justement une méthode d'évaluation qui est assez courante pour les modèles de machine learning. Donc on a adapté à notre situation. On a pris donc des mesures unitaires qui sont ce qu'on peut voir en haut dans le tableau. On peut les diviser en deux catégories. On a les images avec texte qui, on va avoir deux cas unitaires. Ça va être le vrai positif. Si par exemple on a un mot ajouté préalablement et que l'OCR détecte bien ce mot, et le faux négatif s'il ne détecte pas ce mot. Ensuite, pour les images qui n'ont pas de texte, donc c'est un autre cas de test, on va avoir les faux positifs avec, par exemple, aucun mot ajouté au préalable et un mot détecté quand même par le système OCR, et ainsi de suite pour le dernier cas vrai négatif. À partir de ces cas unitaires, on est en mesure de calculer des mesures plus globales. Donc on va avoir trois mesures principales: la précision, le recall et le F1 score. Ces mesures, elles s'évaluent, elles donnent des valeurs entre 0 et 1, 1 étant la perfection. Pour la précision, ça va correspondre au taux de prédiction positive correct. Le recall, ça va être le taux de positif correctement prédit. Et pour le F1 score, ça va être une mesure qui va venir allier un peu ces deux indicateurs et qui permet de savoir si le modèle prédit bien les individus positifs. Donc, dans notre cas, on avait une mesure entre 0,8 et 0,9, donc selon les conditions de test, 0,8 étant pour les pires conditions et 0,9 pour les meilleures conditions où le texte était vraiment lisible, etc. Pour ce qui concerne la pseudonymisation des attributs d'ICOM, c'est-à-dire les métadonnées, le standard d'ICOM, il définit une liste non exhaustive de 480 attributs ainsi que des actions associées. Donc, quand je dis action, c'est-à-dire, par exemple, ça va être supprimer, conserver la valeur, l'effacer ou la pseudonymiser. Donc voilà, en termes d'action, on a une table du standard qui correspond à ce que j'ai dit. On va avoir des actions qui vont être regroupées sous des profils de confidentialité, dont je parlerai dans la slide suivante. Et on a certaines actions qu'on peut voir en bas du tableau qui sont regroupées avec des slash, Z/D, X/Z. Ça, c'est des actions qui vont se baser sur le type au sens du standard d'ICOM, c'est-à-dire est-ce que l'attribut
la métadonnée est obligatoire. Est-ce que sa présence est obligatoire dans le fichier DICOM ou non? Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la construction de notre recette, c'est-à-dire notre référentiel de pseudonymisation. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une liste en fait qui devait être la plus représentative possible des attributs du dataset DPIST, de notre dataset, et qui devait associer des actions comme effacer, pseudonymiser ou conserver pour chaque attribut. Alors voilà, la recette, ça ressemble à ça. Donc on a les différentes actions. Ensuite, ce qu'il a fallu, une étape qui a été assez compliquée, assez longue, ça a été en fait, de gérer les attributs qui ne figuraient pas dans le standard. Parce que comme je l'ai dit précédemment, il s'agit d'une liste non exhaustive. Donc, on a beaucoup d'attributs qui étaient dans notre dataset qui n'étaient pas présents dans le standard, pour lesquels il n'y avait pas de recommandation, et donc pour lesquels il a fallu se baser sur un dataset public qui provient de la TCIA, donc The Cancer Imaging Archive. C'est une base de données en libre accès d'images médicales qui est américaine. Donc dans ce dataset, on trouvait des champs qui faisaient partie de notre dataset, mais pas du standard. Donc on a pu se référer à ce dataset pour choisir des actions. Et pour les champs qui n'étaient pas dans le dataset public, eh bien à ce moment-là, il a fallu procéder à un choix éclairé. Donc ici, voilà, ici on a les profils de confidentialité dont je parlais tout à l'heure. Alors je ne sais pas si ça va être très lisible, mais donc c'est un tableau dans lequel on va avoir le nom de chaque attribut, le tag qui est un identifiant unique, et ensuite toutes les autres colonnes, ça va correspondre au profil de confidentialité. Donc il y a un profil basique qui est en fait le plus strict, et ensuite il y a des profils dits optionnels qui sont réservés à des cas d'usage très spécifiques et que nous n'avons pas utilisés. On est resté sur le cas basique. Donc par exemple, si je prends un cas optionnel, on va avoir retain UIDs, donc pour conserver tous les identifiants uniques. Donc c'est absolument pas ce qu'on voulait faire, donc on n'a pas choisi ce profil par exemple. Donc comment faire un choix éclairé? Donc par rapport à ce que je disais précédemment, pour les champs qui sont dans le dataset DPIST, mais qui ne figurent pas dans le standard DICOM ou dans le dataset public sur lequel on s'est basé, il a fallu faire un choix de conserver, d'effacer ou de pseudonymiser cet attribut. Donc on s'est basé sur des statistiques donc de notre dataset, c'est-à-dire le nombre de répétitions de l'attribut, son type, est-ce que c'était une chaîne de caractères, une valeur numérique, une date peut-être. Est-ce que le champ était vide, la fréquence à laquelle il était vide, le nombre de valeurs uniques, parce que si on a beaucoup de valeurs uniques, ça fait que le champ est très identifiant. Ensuite, on a pris en compte les paramètres machine, c'est-à-dire par exemple le type au sens du standard DICOM. Si on a un champ dont la présence est obligatoire, bien évidemment, on ne peut pas le retirer, parce que ça pourrait entraîner des problèmes si on retire un champ essentiel. Par la suite, on a pu aussi faire des recherches avec le DICOM Standard Browser, qui est un moteur de recherche qui permet de trouver des champs particuliers dans le standard DICOM. Donc ça se présente comme la capture d'écran qu'on a ici. On va avoir à droite un onglet avec l'attribut en question et donc des informations relatives à cet attribut. Et à gauche, on va avoir tous les attributs en fait qui sont regroupés selon la modalité, c'est-à-dire le type d'image médicale auquel on a affaire. Voilà, par exemple, on va avoir les US images, donc ça va être les images à ultrasons. Voilà, comme exemple. Et un dernier point d'intérêt dont j'aimerais parler, c'est la pseudonymisation des identifiants uniques, donc les GUID ou UUID, identifiants uniques universels. C'est des identifiants qu'on va retrouver qui permettent d'identifier de manière universelle chaque fichier DICOM. Donc ils doivent être pseudonymisés pour pour protéger l'identité du patient, de la patiente dans notre cas. C'est des identifiants qui ont à peu près toujours la même structure, c'est-à-dire qu'ils ont un préfixe et un suffixe. Le préfixe, ça va être une base commune qu'on va retrouver pour
tous les fichiers d'ICOM de notre organisme, enfin qui ont été traités par notre organisme, et le suffixe en fait change pour chaque fichier. Donc pour la pseudonymisation de ces identifiants uniques universels, on a utilisé une fonction de hachage SHA-256 à laquelle on a donné la concaténation de l'ID du patient et l'identifiant unique originel. Ça nous a permis d'obtenir un nouveau suffixe qu'on a pu associer avec le préfixe de notre organisme pour créer un nouvel identifiant unique. Et donc, je vais laisser la main à Francisco, qui va vous parler du transfert des données. Ok, donc la dernière partie de notre présentation concerne le transfert des données et l'appariement. Donc l'appariement avec le CNDS. On avait dit la base du DOCS contient, le DOCS c'est le dépistage organisé des cancers du sein, contient le numéro de sécurité sociale et ceci simplifie l'appariement. Mais bon, c'est entre guillemets. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, on fait une extraction avec des données. Donc, ici, on va avoir des données identifiants et des données non identifiants avec une colonne, un ID temporaire qu'on crée de manière aléatoire. Et on envoie les données avec les informations identifiantes à la CNAM et les données d'intérêt pour l'étude au LZATA Hub. Donc, et ça, on le fait en format SAFE, qui est un format particulier de la CNAM, un peu compliqué pour envoyer ces données identifiantes pour qu'ils puissent retrouver les informations dans les SNDS. Donc ensuite, la CNAM prend les informations que nous avons données, notre ID temporaire, plus des données identifiantes. Avec ça, il va retrouver dans une base les NIR des patients. Parce que le numéro de sécurité sociale ne correspond pas toujours exactement au NIR. Ensuite, il va faire des extractions avec les informations du SNDS et donc finalement, elle livre au LZATA Hub l'identifiant que nous avons créé pour chaque femme avec les données du SNDS. Pour cela, il nous envoie une analyse des cas et je le partage ici parce que ça m'a surpris, la complexité de ce appareillement qui était censé être très simple. Donc là, on trouve presque une dizaine ou une douzaine de cas différents sur lesquels ça ne matche pas, pourquoi pas, il fallait prendre des décisions à chaque fois. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'on écartait les fins pour lesquelles on ne trouvait pas un match exact ou pas? Et donc il a fallu faire tous ces choix qui étaient un peu compliqués par rapport à ce que nous on s'attendait. Mais bon, finalement, une fois qu'on a donné les règles à la CNAM, elle envoie les informations et l'opérateur LZATA Hub va prendre les deux datasets, donc le nôtre initial avec l'idée temporaire plus celui de la CNAM avec l'idée temporaire qu'on avait construit au début et il les livre dans notre espace de travail en les changeant encore une fois, donc il les hache pour que nous on ne puisse pas retrouver notre propre ID dans la base qui est livrée. Et finalement, nous, dans notre espace de travail, on prend les données, on fait le chaînement et on crée notre super dataset qui contient les données du SNDS et les données du dépistage. Et finalement, on peut passer à la réalisation de l'étude. Et heureusement que c'était la manière simple de le faire. Et donc rapidement, donc, on a réussi à avoir nos données appareillées dans notre espace de travail et il y a très peu de temps, donc on a juste eu le temps de faire des premières analyses. Mais je suis ici pour vous faire un petit retour d'expérience de nos premiers confrontements à l'SNDS. La première chose, c'est qu'il y a une bonne documentation et ça nous a été vraiment utile. Il y a le dictionnaire des données SNDS. Il y a la documentation du SNDS et le forum d'entraide, donc les 3 sites gérés par le LZATA Hub. Et c'est vraiment utile pour poser des questions ou pour trouver les liens, les jointures entre les tables ou la description de tous les champs. Donc, on a réussi à avoir des premiers résultats d'appareillement en quelques lignes de code. Donc, on a 158 000 femmes de notre cohorte. Il y a 2% de ces femmes qui ont eu un cancer du sein confirmé, connu par le CRCDC, donc par la base de dépistage. Et on trouve 14 000 femmes, donc presque un 9%,
qui ont un séjour associé à un cancer du sein dans le SNDS. Donc, de manière graphique, on peut composer cette utilisation de cette manière. Donc, par rapport au cancer du sein connu par le SNDS, donc environ 3000, il y a une grande partie de ces cancers pour lesquels on a trouvé des séjours dans le SNDS, des séjours associés à des diagnostics de cancer dans le SNDS. C'est déjà une bonne nouvelle, c'est-à-dire que notre appareillement marche et que les données sont cohérentes. Mais par contre, ce qui est très intéressant, ce qu'on a trouvé, donc c'est 11 000 séjours associés à un cancer du sein qui n'étaient pas connus par la base du net dépistage. Donc on confirme cette idée qui nous avait motivé à faire cette étude, qu'il y a énormément d'informations importantes dans les SNDS qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe avec les femmes après le dépistage. Et donc, on peut commencer à explorer la face cachée de la Lune. Donc, tous les développements qu'on fait, on les partage dans deux packages Python, KSKit et dpist. Le premier contenant les fonctions les plus réutilisables et le deuxième, ce qui est plus particulier à la structure de notre étude. Ils sont aussi sur GitHub. Et les prochaines étapes de notre projet, dans la reconstruction du parcours patient, la comparaison des bases des dépistages et du SNDS, l'identification des marqueurs cancer du sein dans les SNDS, entraînement des algorithmes et déroulement de notre protocole pour évaluer l'impact de l'IA dans le programme de dépistage français. Donc, je vous remercie pour votre attention et on est prêt à recevoir des questions s'il y en a. Merci beaucoup.